Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier qui a plutôt bien fonctionné, donc merci pour tous vos commentaires, votre bienveillance et vos retours très positifs, notamment sur le Discord. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va parler d'un nouvel investissement sur un Leo One que j'ai fait parce que je l'attendais depuis très longtemps et vous savez chez les rois on est plutôt moyen long terme et on est très patient. Je vous expliquerai pourquoi j'investis dans cette petite crypto actif, il n'y a pas grande explication, toujours par rapport à une mécanique qu'on va reprendre ensemble et ça me permettrait de répondre à quelques questions de membres par rapport à ces fameuses crypto-pépites qu'on me demande. Est-ce que c'est possible de nous montrer quelques crypto-pépites, etc. Je peux vous montrer la mécanique, mais vous dire il faut acheter ça, il n'y a aucun intérêt en réalité puisque les recherches, notamment sur les fondamentaux, c'est à vous de les faire. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, à chaque fois que vous investissez dans quelque chose, partez du principe que vous ne pouvez pas détenir quelque chose plus de 10 minutes si vous n'êtes pas prêt de le garder au moins 10 ans au Warren Buffett. On parle de tout ça et on fait un tout petit retour par rapport à la récession. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant que j'aimerais vous montrer. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description à l'intérieur. On est plus de 10 700 membres à partager nos graphiques, nos charts, nos idées et nos analyses fondamentales. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Également à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Je l'utilise personnellement depuis des années et elle m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le moyen, long terme, voire très long terme. On commence avec le S&P 500, on fera un tout petit tour au niveau de Bitcoin. Je le dis souvent, généralement quand les bougies sont vertes le vendredi, elles sont également vertes le lundi. C'est plutôt une bougie d'indécision, on est dans le vert, oui, mais plutôt entre guillemets baissier, parce que c'est les contrats futurs qui nous ont menés plutôt vers le bas. Néanmoins, ce qu'on est en train de voir, donc ça reste neutre pour moi, c'est pas bearish et ni haussier. Je reste haussier dans la dynamique de fond. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'accepter au-dessus du premier arrêt. Et ça, ce sont des signaux qu'il faut vraiment appréhender. On est en train d'accepter un prix de l'S&P 500 au-dessus du premier arrêt. Dès lors, si on accepte et on consolide au-dessus de ce premier arrêt, vous savez, range, 80% du temps, tendance, 20% du temps, on peut aller chercher potentiellement un pullback, un nouveau creux, et puis pourquoi pas aller beaucoup plus haut derrière, mais on est dans une dynamique tendancielle haussière court terme actuellement sur nos indices, et notamment sur les cryptoactifs, donc il faut la suivre, il ne faut pas se mettre contre ce mouvement, parce qu'aller chercher des petites choses comme ça, et aller contre le mouvement, c'est ni plus ni moins l'aubaine pour les acheteurs, qui en fait permet d'avoir du fuel pour pouvoir pousser ce prix toujours plus haut, et évidemment. Donc on est en train de l'accepter, bougie de neutralité, d'indécision. Ici, on est sur notre premier arrêt, on en parlait beaucoup de ces fameux 4114 points. Qu'est-ce que c'est ces 4114 points ? C'est une énorme résistance par rapport à une neckline d'un précédent M-top en mensuel. Donc ne nous y trompons pas, c'est extrêmement baissier sur les indices boursiers. Je ne reprends pas les dires de Michael Burry ou de Ray Dalio qui prédisent dans les mois à venir une crise financière sans précédent. Et je dis bien une crise financière sans précédent. Alors, on les écoute pas tant que ça, parce qu'ils ont tendance en fait à être un petit peu trop tôt dans leurs idées. Ils ont peut-être 1 an d'avance, ou 1 an et demi d'avance, ou 2 ans d'avance. Et ils commencent quand même à shorter et à mettre des positions en vente à découvert relativement massives, notamment sur des options, parce que les fonds d'investissement utilisent plutôt des options. Mais par exemple, Ray Dalio est en train de dégommer des valeurs européennes, par exemple. Il pense que l'Europe est en train de se diriger vers une récession sans précédent et bien plus forte que ce qu'on pourrait connaître aux États-Unis. En tout cas, c'est son pari. Il a raison, il a tort. Bon, c'est un mec qui a quand même 50 ans d'expérience, j'ai envie de dire qu'il a quand même... Il faut tendre l'oreille, toujours pareil. Vous savez, ce sont des petites briques et des petites mécaniques qu'on doit avoir pour tendre l'oreille. Je pense qu'on doit vivre ce petit rebond haussier. Je pense pas qu'on est encore fini et on peut très bien aller chercher des choses un tout petit peu plus hautes. Après, il y a de la résistance quand même. À partir des 4223 points, 4230 points, il y a de la résistance qui commence à se mettre en place. Je pense pas qu'on irait bien plus haut, et si on vient bien plus haut, ce sera une seule raison en réalité. Et je commence par ça et on revient après par rapport au Bitcoin, je trouvais ça intéressant. Si on prend en fait la récession de 2007, et il faut vraiment avoir ce réflexe-là d'aller regarder un petit peu ce qui s'était passé avant. On a tous les textes qui nous indiquent que les États-Unis ont été les premiers à entrer en récession en décembre 2007. Ensemble, en décembre 2007, on avait la même petite mécanique, deux trimestres consécutifs dans le négatif par rapport à la croissance qu'ils avaient engendrée depuis le crack des années 2000 jusqu'à 2007. Donc on est rentré en récession officiellement aux États-Unis. Aujourd'hui, on le dit et on s'accorde à le dire, il ne faut pas tourner autour du pot malgré la définition qu'on peut en trouver. Dans la dynamique des analystes et des opérateurs de marché, les États-Unis viennent de rentrer en récession. Ok, donc on est exactement la même situation qu'en décembre 2007. On est d'accord. Et bien retournons en décembre 2007. Qu'est-ce qui s'était passé en décembre 2007 ? On y va ensemble. C'est, vous savez, très bête et discipliné. Ni plus ni moins, on va passer en weekly, on le verra beaucoup mieux. Bon, en décembre 2007, nous étions exactement ici.
Allez, on se met le 31 décembre. Voilà. On ne peut pas être plus précis en réalité. On était exactement ici. On était en train de structurer des M-top en weekly. On a eu notre robot haussier sur le premier arrêt. Derrière, on vient chercher, je crois, un 0,618 ou un 0,5. Pas très loin. On va regarder ça au niveau de... Ah, on n'était pas au 0,618, on est plutôt sur les 0,5. Ok, partons du principe qu'on a eu notre 0,5 par rapport au premier arrêt depuis le bottom de marché de 10 ans en arrière. On rebondit et on s'effondre. On s'effondre littéralement. Dès lors, qu'est-ce qu'on est en train, entre guillemets, de prédire ou d'anticiper Ray Dalio? Alors regardez bien aussi au niveau de leur portefeuille, etc. Parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement protectionnistes. Et Michael Burry est plutôt un vendeur agressif. Mais c'est ça qu'ils sont en train de visualiser. Qu'est-ce qui s'est passé ici qui ne pouvait pas se passer en réalité qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui qui ne pouvait pas se passer à l'époque? C'est extrêmement simple. En fait, la réponse, elle est simple. C'est l'ingérence des banques centrales. En gros, le marché, malgré ce rebond, et on peut entendre qu'on est en train de pricer potentiellement la diminution de l'inflation, il y a du plein emploi aux États-Unis, la croissance, la récession ne sera que des courtes durées. C'est pas impossible, mais on est surtout en train de mettre le couteau sur la gorge au niveau des banques centrales pour dire il faut vraiment payer, quoi. Il faut y aller. On n'a pas une inflation à 20%, il faut qu'on continue, entre guillemets, à soutenir les marchés financiers. Et on est en train de le mettre, le couteau sous la gorge. Et on le voit très bien au niveau des taux, il y a un effondrement au niveau des taux directeurs, notamment à 10 ans. On parle souvent que si le taux directeur à 10 ans est sous les taux directeurs, les taux à court terme, c'est une récession. Enfin, on ne peut pas y être plus dedans, là, depuis je ne sais pas combien de temps. On ne peut pas y être plus dedans. Il y a un effondrement des taux directeurs. Je ne pense pas que Jérôme Powell s'attendait à avoir au mois d'août des taux sur les marchés qui reviennent au niveau des taux directeurs décidés par la Fed. Je pense pas. Je pense qu'il voulait qu'on reste aux alentours des 3%. Pardon, je suis en blanc. Voilà, je vais mettre en rouge. J'y pensais qu'on allait rester là-dedans et qu'on vienne en fait se garer au niveau des consensus à venir. Alors on dira oui, mais en réalité, le marché est plutôt dans 6 mois en train de pricer le consensus. Donc là, c'est pas bon au niveau du consensus, c'est un tout petit peu plus bas, me semble-t-il, ça doit être par ici. Donc on est en train de pricer à 6 mois exactement. Non, je pense qu'on est en train de mettre le couteau sous la gorge, moi, au niveau des banques centrales, pour dire que si on fait ça, là, c'est pas bon. C'est grosse récession. Et le marché aura anticipé la récession comme il se doit. Et je pense pas, entre guillemets, que les marchés financiers, à risque, vont repartir et faire leur magnifique rallye haussier s'il n'y a pas, entre guillemets, de planche à billets. Disons ce qu'il faut dire. S'il n'y a pas d'appel du pied au niveau des banques centrales ou du gouvernement américain qui explique qu'il n'y aura pas de récession, il n'y a pas de problème, etc., malheureusement, vous pouvez changer la définition, on est en plein dedans. Alors, est-ce qu'on va y aller maintenant? Pas sûr, pas du tout. Mais est-ce qu'on va y aller parce qu'il n'y aura pas, en fait, entre guillemets, une réaction comme on a vécu en 2020 avec la crise du coronavirus, les amis aux États-Unis, qui a surpris tout le monde? Parce que peut-être qu'ils peuvent plus, parce que peut-être qu'ils ne veulent plus, parce qu'en fait, ils sont tellement, en fait, au niveau d'endettement, au niveau de la masse monétaire mondiale qui a été multipliée par 4 en l'espace de 2 ans, peut-être qu'ils vont dire on ne peut plus, tout simplement. On est pieds et poings liés, on est menotté. Que va faire les marchés, à votre avis? Je pense qu'il va faire ce que la minorité pense. Voilà. Donc, il ne faut pas être du bon côté ou du mauvais côté, il faut plutôt en fait essayer d'agir en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. On aura potentiellement des signaux, mais on n'aura pas forcément... C'est pas ça le narratif. Actuellement, en fonction de ce qu'on a comme élément vis-à-vis de la macroéconomie, le narratif, c'est pas ceci. Le narratif, c'est plutôt, on prend beaucoup de personnes dans le déni, on exit pump le marché sur les 0,50, et derrière, on s'effondre littéralement pendant les 18 prochains mois. Jusqu'à quoi? Jusqu'à temps que les banques centrales disent « Ok, on y va ». Les banques centrales et les gouvernements ou les politiques, il y a pas ils font pas de la comment on appelle ça, de la précaution, ils font pas de la, dans le médical ça porte un nom, de la prévention, pardon. Ils font pas de la prévention, ils réagissent dans l'urgence, toujours. Donc quand les opérateurs ont décidé potentiellement d'exit pump le marché et de mettre le S&P 500 à 3400 points ou voire plus bas, à ce moment-là, peut-être que les banques centrales vont dire « Oui, on a compris, on a entendu, ok, l'inflation redescend un petit peu, il y a tout... » Ben oui, si c'est la panique générale, les gens ils vont plus consommer. Ça c'est certain. Et bizarrement, l'inflation va diminuer.
Et on le voit déjà par rapport au UK Oil, par rapport au pétrole. Il y a d'ailleurs des réunions de l'OPEP actuellement. On verra s'ils continuent, entre guillemets, leur surexportation ou leur surproduction, qui avait déjà été décidée 3 mois avant. Les premiers effets commencent à se faire ressentir, mais toute récession, en fait, implique une diminution et un effondrement au niveau des matières premières. Donc on l'avait vu ensemble, on avait déjà tracé ça d'ailleurs. C'est clairement potentiellement une phase de distribution ici. Donc peut-être pas terminé, mais... Et je vous l'avais dit, si on vient clôturer en dessous des 100$, ça va parler dans les médias mainstream. Ça va pas louper. J'ai reçu 3 notifications comme quoi le pétrole s'effondre. Oula, le pétrole s'effondre, on est revenu à 30$. Non, on est juste passé en dessous des 100$. On le sait très bien que c'est un prix psychologique au niveau des 100$, qui peut catalyser malheureusement des mauvaises news aussi. Parce que moins de demandes, mécaniquement. Donc ça, c'était super important. Donc je voulais vraiment qu'on refasse un petit point par rapport à cette fameuse récession. Et quand on revient en 2017, on n'était pas dans les bas-fonds du... Quand on a annoncé la récession aux États-Unis, on n'était pas en fait plus bas que terre. C'est ça que, bien évidemment, je voulais vous parler. USA seulement 2,2 de croissance annualisée parce qu'il y avait une bonne croissance en fait fin 2006, début 2007, mais une belle récession entre le troisième trimestre et le quatrième trimestre au niveau de 2007. Et puis après, ça n'a pas loupé. Vous voyez, 10 000 milliards de dollars 575, 10 000 milliards 92, donc une belle récession. Et 2008, vous la connaissez, ça a été pas bon. Quatrième trimestre 2008, moins 2,2%. Et je vous rappelle que moins 2,2% au niveau de la variation trimestrielle vis-à-vis de 2008, on était plus près des moins 7% ou moins 5% par rapport au consensus. On en avait déjà parlé dans une vidéo. Donc on a battu le consensus. Et quand on est arrivé en fait au pic des pics, on est dans le réel quatrième trimestre 2008, on y revient ensemble, juste ici au niveau de notre ami le S&P 500. Allons-y. En fait, on l'avait pricé en réalité, quatrième trimestre 2008, on était ici, on met le coup de grâce, et puis derrière, rebond haussier. Alors qu'on était dans le dur du dur. Actuellement, on n'est pas dans le dur du dur. Actuellement, on est en train de nous expliquer que même si on a 2 trimestres consécutifs, c'est pas la récession. On a le plein emploi, ça maintient l'économie, le plein emploi. Je rappelle aussi qu'en 2008, c'était la crise des subprimes, ne nous y trompons pas. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est 22% au niveau de l'immobilier. 22% du PIB, c'est l'immobilier. Donc quand vous touchez à l'immobilier dans un pays développé, occidental, développé, riche, quel qu'il soit, et que vous commencez à toucher à l'immobilier, ça grince dans le rouage. La France, c'est 25% au niveau de l'immobilier. Le PIB, l'immobilier en France, c'est 25%. Si vous commencez à toucher et qu'on commence à prédire des effondrements au niveau de l'immobilier en France, partez du principe qu'on va se la bouffer sévère, la récession. Donc il ne faut pas qu'on touche à l'immobilier. Mais pas toucher à l'immobilier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens puissent payer leur crédit immobilier. Et pourquoi ils peuvent payer le crédit immobilier ? Parce que l'emploi est bon, en Europe et aux États-Unis. On dépasse le consensus. Donc, tant qu'il y a les gens qui travaillent, mécaniquement, et puis d'un point de vue logique, ils peuvent payer leur loyer. Si vous commencez à avoir une courbe du chômage commencer à s'accélérer, à la hausse, des usines qui ferment, on voit Coinbase, on voit Google, on voit Apple, on voit Tesla, qui sont en train de liquider des gens. Mais ils sont en train de liquider, on dirait qu'ils liquident au top du marché, en réalité. Et c'est cru de parler comme ça, mais si on commence à avoir une vraie courbe au niveau du chômage, et je pense qu'en réalité, on n'est pas à 3,6% aux États-Unis au niveau du chômage, plus qu'on est plus près des 12%, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sortent complètement des chiffres. En France, c'est relativement similaire, mais il faut toujours regarder une tendance et une dynamique par rapport à des chiffres qui sont là, en fait, de façon historique. Et les chiffres du chômage, par rapport à leurs calculs, étaient déjà là en 2008, donc on peut, entre guillemets, pouvoir se positionner dessus. Mais si vous avez une augmentation au niveau du chômage, malheureusement, les gens ne pourront peut-être plus payer leur crédit. Et si les gens ne peuvent plus payer leur crédit, on rentre dans une récession sans précédent. C'est ça, entre guillemets, en tout cas, ce que Ray Dalio est en train de pricer. Pourquoi ? Parce que les gens ne pourront peut-être plus payer leur crédit. S'il y a une inflation à 10% ou à 12% ou à 15%, ça va être compliqué de payer les factures et payer les annuités de remboursement. Voilà, ça c'était vraiment ce que j'avais envie de vous montrer d'un point de vue un peu macroéconomique, reprendre un petit peu de recul, mais de vous dire qu'on n'est pas là. On n'est pas là. On est actuellement ici. Voilà. Alors, est-ce que ça va faire ça ou est-ce que ça va faire ça ? Je pense que réellement, la réponse, on l'a. La réponse, c'est que va faire les banques centrales ? Ici, on l'avait la réponse. Rien, puisqu'elles n'avaient jamais rien fait précédemment. Sauf qu'aujourd'hui, on sait ce qu'elles peuvent faire. Donc, on maintient. On maintient. Et on va les mettre sous pression. Et si elles sont pieds-poings liés, le marché s'en sonnera extrêmement fort. Et généralement, quand le marché est en retard, par rapport au réel, il price la news de façon extrêmement violente. Extrêmement violente. Et on s'en rappelait ici au niveau des subprimes qu'il y avait déjà des Américains qui ne pouvaient plus rembourser leur crédit et on était passé proche des 15% au niveau des défauts. 15%. Je crois qu'en France, on est aux alentours des 2% ou des 1,5%.
Et le raisonnable, ce serait 4% ou 5%, me semble-t-il. On était passé à 15%. Et vous aviez des news qui n'étaient pas très très bonnes. Hein. Aux États-Unis, la crise des subprimes ne touche pas que les institutions bancaires, les fonds de placement, etc., mais désormais les États fédérés. Parce que les gens ne pouvaient plus payer leur crédit, étaient entre guillemets mis à la porte de leur maison était en vente, alors pourquoi payer la taxe foncière ? Si j'ai plus de maison, je ne vais pas payer une taxe foncière. Donc il y avait eu des baisses de recettes et les États, en fait, commençaient à rentrer dans une faillite certaine. Et ça, c'était dans beaucoup d'États, hein, Kentucky, Floride, Caroline du Sud, Californie, etc. Et si elles tombaient en faillite, à ce moment-là, il y avait tous les autres qui tombaient en faillite. L'Illinois, l'Alabama, le Michigan, le Missouri, etc. Dans des grosses difficultés financières. Et là, les banques centrales ont dit, ok, on sauve le truc, quoi. C'était les pompiers. Et ils l'ont fait jusqu'à aujourd'hui. Donc la chute sera peut-être plus forte. Non, la chute sera en fonction de la réaction des banques centrales. On peut aller beaucoup plus loin. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut aller beaucoup plus loin au niveau de l'impression monétaire et du quantitative easing. Je pense qu'on n'a strictement rien vu. Et de voir des pays aujourd'hui endettés à 300% de leur PIB, ça ne m'étonnerait même pas en réalité. Sauf que si on pense aujourd'hui que c'est pas possible, eh ben vous loupez le train. On louperait le train si on pense aujourd'hui qu'on ne peut plus arrêter ce qu'on a commencé il y a déjà 12 ans en arrière ou 14 ans en arrière. Bah à ce moment-là, on suit le truc et puis on se la mangera de toute manière. Et elle sera juste plus forte et plus difficile à accepter. Voilà. Donc, stratégie en place, évidemment. On parle Bitcoin très rapidement, avec grand plaisir d'en parler. Et on parlera après de l'investissement qu'on avait fait très récemment. On y va, on est à 22 543 $, on a une toute petite baisse au niveau de notre dynamique. Derrière, on va chercher quoi ? On va chercher potentiellement un premier arrêt de tout le précédent mouvement, ni plus ni moins. Donc on continuerait potentiellement cette dynamique tendancielle haussière. On a clôturé une bougie en daily juste ici. Donc jusqu'à preuve du contraire, on a maintenu le premier arrêt. Pour moi, c'est purement de la chasse à la liquidité. On va continuer cette dynamique tendancielle haussière. Alors beaucoup parlent de red flag. Oui, on peut avoir potentiellement un red flag. Je ne dis pas complètement le contraire. Mais c'est pas réellement ce qui est en train en fait de... Est-ce qu'on pourrait avoir ce red flag ? Est-ce qu'on peut jouer ce red flag ? Oui, si on le joue ici. Si on le joue potentiellement ici. Et si on le joue, on le jouerait potentiellement ici sur un pullback. Je ne sais pas trop, hein, mais... Ouais, je ne suis pas très fan de ce red flag en réalité. Parce que pour moi, j'ai des structures, j'ai ma dynamique interne qui est revenue entre guillemets en positif, et j'ai beaucoup de vendeurs à découvert. Donc je ne le jouerai pas, ce red flag. Je ne joue pas ce red flag. Pour moi, on a accepté au-dessus du premier arrêt, et on devrait aller potentiellement un peu plus haut. Mais why not ? Il y a deux camps toujours qui s'affrontent, vous connaissez l'histoire. Donc vous allez regarder au niveau de The Kingfisher, vous avez ici des magnifiques clusters de liquidation de short jusqu'aux 33 600 $, donc target d'Hermès, et on voit qu'ils sont majoritaires au niveau de ces vendeurs à découvert. Pour moi, la dynamique tendancielle moyen terme est haussière. Pourquoi ? Parce qu'on a une structure en W weekly. Je reste relativement haussier. Si on met un tout petit peu d'Ishimoku Kinkoyo, on peut regarder quelque chose de très intéressant. Voilà, on est juste en train de travailler au niveau de notre Kinjun ici, notre Tenkan pardon ici en daily. Je crois qu'on l'a même en weekly. Non, en weekly, on est beaucoup plus haut, pardon. Donc en daily, on est en train de travailler notre Tenkan. On a aussi notre support juste ici au niveau des 21 900 $, au niveau de notre Kinjun. Et on a aussi un plateau, ça c'est Karen qui nous l'avait montré récemment. Ça a été d'ailleurs partagé au niveau du Discord. Vous avez ici un plein de nuages au niveau de notre SSB qui ferait aussi résistance aux alentours des 22 900 $. On était sur cette résistance, ça tient pas pour le moment, on verra où est-ce que ça clôture, mais jusqu'à preuve du contraire, je reste quand même relativement haussier. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de structure de retournement tendanciel dans les time frames que j'utilise actuellement, donc weekly, daily. Si je joue en daily, je vais chercher mes premiers arrêts de toute la précédente structure et en avant. Vous avez aussi autre chose qui peut être intéressant à regarder au niveau du Bitcoin, c'est par rapport à la précédente structure. On le fait systématiquement entre les 0,618 et les 786. On peut complètement y aller. Hein. On reprend par rapport à chaque fois. Hein. 686 ici, on le reprend ici. On revient dans une zone de rechargement de vente 686 et 586. On le reprend ici. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? 0,686 et 586. Donc voilà, on réaccumule doucement, tout doucement, et on fait des lots toujours plus hauts, ici, toujours plus hauts que les précédents, et des creux toujours plus hauts que les précédents. Ni plus ni moins, vous avez un joli trou dans le volume profile. Je pense qu'on peut aller faire un petit tour un peu plus haut. Et si on devait venir ici pour faire peur à tout le monde, à partir du principe qu'il y a quand même des acheteurs qui vont se mettre en place. Je voulais vous montrer ça aussi, je trouvais ça intéressant. Si on fait un tout petit tour sur Bitfinex, c'est vraiment un échangeur de grosses baleines. J'avais fait ce petit travail-là, je l'avais partagé. Derrière, vous avez des choses qui sont très intéressantes. Ici, en fait, vous aviez une chute, une forme de capitulation.
un dégraissement au niveau des open interest, et ici en fait un W weekly par rapport à ici très baissier. Le sentiment était très baissier. Je pense que le sentiment est aussi baissier ici. Et derrière, quand ils se sont montrés au niveau de l'open interest, nos amis de Bitfinex, ça a propulsé entre guillemets notre bull market. Ici, vous avez une capitulation. Donc on se pose encore la question de savoir si oui ou non on est dans une capitulation. Rassurez-vous, on l'a vécu la capitulation. C'est plus un secret. On n'a pas encore vécu la vraie capitulation. Je ne sais pas ce qu'on... Enfin, c'est par dizaines de milliards. On n'a jamais eu autant de vendeurs à découvert qui se sont fait d'acheteurs en levier qui se sont fait liquider que depuis le crack depuis mai 2022. Donc on n'a jamais eu une capitulation aussi violente en réalité. Donc on atteste, et je persiste, je signe, on a vécu notre capitulation. J'ai pas le moindre doute par rapport à ça. Donc il faut être ferme, mais c'est du jamais vu. Alors est-ce qu'on peut revoir du jamais vu, Je dis pas du tout le contraire. Je dis pas qu'on peut pas se retrouver demain à 11 000 $. Je dis juste qu'il faudra vraiment des news pour catalyser cette direction de prix. Et actuellement, on est plutôt dans une dynamique tendancielle haussière. Donc je ne me mets pas contre le mouvement. On voit exactement la même chose ici. Si on commence à aller un tout petit peu plus bas, derrière, on peut éventuellement repartir très fort. Voilà, c'est à peu près ce qu'on pourrait attendre. Parce qu'il y a du jus, quoi. Il y a du jus, et puis on a vraiment vécu notre capitulation, et puis on est en train de diverger, au même titre qu'ici on était en train de diverger, et je trouvais ça extrêmement intéressant. Voilà, pour ça, dans une zone de rechargement d'achat long terme, etc., vous connaissez l'histoire. On fait juste un tout petit tour extrêmement rapide par rapport à ce nouvel investissement. Pourquoi j'ai investi dans ce token? Très simple, ça m'intéressait depuis très longtemps. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, et on en avait déjà beaucoup parlé dans les précédentes vidéos des rois du Bitcoin. Derrière, je vais pas aller là-dessus, je vais faire NIR. USD sur Bitfinex, j'ai un petit peu historique. Oui, donc ça m'intéressait beaucoup. Comme ça, je l'ai associé autour des 4,20, je crois, ou 4,10, 4,20, je crois. Introduction ici sur beaucoup d'échangeurs. Derrière, vous prenez la tatane sur la tête, vous connaissez l'histoire. Derrière, on commence à faire une continuation tendancielle de dynamique haussière. Derrière, vous avez la capitulation et puis ça craque derrière. Bon, on achète là. Non, moi j'achète toujours dans les zones de rechargement d'achat. Je vais juste regarder s'il y a un peu plus historique au niveau de NIR Protocol sur CoinMarketCap. On va aller relativement vite. Voilà, ici, très bien. Derrière, on aurait pu acheter ici, j'ai loupé le train, donc j'ai pas acheté là au niveau du 07 2021, je me suis concentré sur d'autres cryptoactifs à ce moment-là. Derrière, ça part, oui, ça m'intéresse. Ce layer 1, très intéressant, c'est compatible avec des AVM, parfaitement compatible au niveau d'Ethereum. C'était vraiment l'idée, en fait, d'augmenter de façon extrêmement forte au niveau du nombre de transactions d'Ethereum. Ils burnent les transactions, ça lève des millions et des centaines de millions de dollars. Je crois qu'ils ont levé 1 milliard de dollars depuis leur création, donc c'est quand même colossal. Il y a tout le monde derrière, tous les gros portefeuilles et tous les gros investisseurs au niveau de la blockchain en général et des projets cryptoactifs sont derrière ce projet-là. Et on re-rentre dans une zone de rechargement d'achat. Ok, c'est ici que ça m'intéresse. Donc je ne pouvais pas acheter là, j'avais pas de structure. Ça c'est complètement déprécié. On est parti chercher les derniers. Potentiellement refaire une forme de latéralisation. Donc on peut se retrouver là-dedans. Je dis pas complètement le contraire, mais un investissement 1 ici n'est pas complètement délirant. Voilà, donc je trouvais ça extrêmement intéressant. On va chercher au niveau de notre BV, c'est complètement croissant, il n'y a aucun souci avec ça. On a des structures qui sont en train de se mettre en place, mais je n'ai peut-être pas suffisamment d'historique. Non, je n'ai pas les structures. Non, j'ai pas assez d'historique sur celui-ci, mais on n'a pas beaucoup d'historique de façon en fait globale au niveau des NIR. Pourquoi j'investis maintenant? Parce que j'ai mon W Weekly jusqu'à preuve du contraire. Donc je mets mon investissement 1 sans aucun problème. Donc si je voulais mettre en fait 1000 € là-dedans, vous connaissez l'histoire, sur la table des rois, vous l'avez ici. Ici, NIR, pour 250 €, donc je mets un investissement 1. Derrière, je prendrai probablement les bas-fonds ici à 2 $, 85, 80 pour un investissement 2, poche de liquidité logique, et j'attendrai un magnifique W Weekly beaucoup plus bas si je suis intéressé. Donc je l'avais, alors là, il prend celui-là, mais moi je prends juste là. Mais sur Binance, je l'ai bien au niveau de mon W Weekly, il n'y a pas de problème avec ça. Derrière, je pars extrêmement fort, et je prendrai mes profits très rapidement. Pourquoi? Parce que je prends le premier arrêt, ni plus ni moins. Et l'objectif, c'est de sauvegarder mon capital d'investissement. Donc je l'ai pris exactement ici, me semble-t-il. Voilà. Si je viens chercher en dessous un premier arrêt, je suis à 130%. Donc ma prise de profit sera aux alentours des 8 $ sur ce token. Voilà pour ça. Donc je prends du NIR, ça m'intéressait depuis longtemps. 75% de tokens qui ont été libérés, c'est 4 milliards de dollars de valorisation. Si demain ça fait, 5% d'Ethereum, au niveau de la market cap, j'ai largement récupéré mon investissement de départ. Ça m'intéressait depuis longtemps, mais je suis juste patient, en réalité, ni plus ni moins.
On m'en a beaucoup demandé ça. On finit la vidéo là-dessus, très rapide. Par rapport à quelques crypto-pépites, on avait parlé de Chiliz qui avait fait son petit pump, on avait parlé de Wings qui a fait son petit pump, on avait parlé de WTC qui a fait un petit pump, alors sans pour autant faire des plus 1000%, ou etc. Wings est parti à 1000%, mais c'est juste un coup de chance et c'est du pur hasard. Bien sûr que vous en avez d'autres, mais l'idée c'est d'avoir la mécanique. L'idée c'est pas de vous dire, ouais, vous pouvez aller chercher ça, c'est super intéressant. Renseignez-vous bien au niveau du fondamental. Aujourd'hui, notre petit portefeuille au niveau de la table de rat, c'est plutôt axé sur du layer 1. Pourquoi ? Parce que je suis encore, moi, dans des recherches d'infrastructures. Moi, je ne suis pas encore en train de jouer dans le métavers, je ne suis pas encore en train de payer mes courses dans le métavers, etc. Donc, je suis plutôt, en fait, dans une idée d'architecture, de regarder quels sont les projets les plus résilients, les plus conciliants, qui ont une perspective de croissance peut-être moins forte que des layer 2, que des layer 3 et que des tokens de play to earn ou du ou de ce qu'on peut. Moi, je suis plutôt en fait investisseur moyen long terme et je sais que ce type de token-là pourra encore exister dans 5 ans. En tout cas, je maximise mes chances dans ce sens-là. Atom, je pense que dans 5 ans, ça sera encore là. Basic Attention Token, je pense que dans 5 ans, ça sera encore là. Chiliz, je pense que ça sera encore là, puisque l'univers, entre guillemets, du football, et si ça fait pas n'importe quoi, d'ailleurs, il y a Sorar qui s'est fait un petit peu attaquer là par rapport à des pseudo-paris sportifs au niveau de l'Argel, me semble-t-il. C'est en train de passer. On verra bien comment ça se goupille ce truc. Link, je pense que l'Oracle sera encore là, etc., etc., etc. Donc, oui, je peux peut-être moins performer que d'autres, mais je suis plutôt, entre guillemets, résilient par rapport à mon investissement. C'est plus dans l'approche, si vous voulez. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et on peut prendre d'autres cryptoactifs. Je prends un exemple OMG, par exemple. OMG, je trouve ça intéressant. On va le prendre ici sur Coinbase, par exemple. Hop, on va tout effacer. Et on fait un exercice, en fait, mécanique. Est-ce qu'on prend du AMG ? Alors, on va regarder, tout simplement. On est en weekly. On va regarder au niveau de nos zones. Est-ce que c'est intéressant ? Hop, ici, entre les premiers arrêts, 618, 886. On est en dessous d'un 0,686. Est-ce que j'ai un W weekly ? Je vais juste enlever mon volume profile ici. Oui, j'ai un magnifique W weekly sur OMG. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est une grosse cap ? Vous avez un signal juste là. Ok, vous avez votre signal, c'est confirmé, hein. Vous avez du week-end précédent, donc la clôture de dimanche, vous avez un W weekly sur le MACD. Ça, c'est peut-être précurseur. Je dis bien peut-être précurseur. Vous avez un OBV qui est croissant jusqu'à preuve du contraire, mais vous n'avez pas encore un retour de volume. Mais l'OBV reste croissant. Si on passe en daily, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit quelque chose de très intéressant ou pas ? Vous n'avez pas encore un retour des volumes haussiers. C'est plutôt des volumes un peu comme ça qu'on aimerait voir. Voilà. Des trucs un peu comme ça, des trucs un peu comme ça. Pour l'instant, on ne les voit pas. C'est un peu plat, mais on est très très tôt en réalité dans l'idée. D'accord ? Donc vous avez un OBV complètement croissant. On était dans un enfoncement d'actualité de survente au niveau du weekly ici depuis très très longtemps. Et on est en train de latéraliser et on revient chercher des espèces de neckline de précédents W trimestriels qu'on n'avait pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'avait pas de structure de retournement tendanciel haussière. Jusqu'à preuve du contraire, ceci était un V-bottom. Les V-bottom sont menés à être retestés, donc potentiellement il était retesté ici, et vous avez les structures en mensuel là. Vous allez chercher votre capitulation. On ne vient pas remettre en cause les précédents lots, mais on vient chercher des énormes poches ici de réaccumulation, et ce, depuis le break du 10 août 2020. On est revenu le tester une fois, 2 fois, 3 fois, on passe en dessous. Donc des whales, si elles sont intéressées par ce token, viennent d'aspirer l'intégralité de l'offre. C'est la capitulation. On est bien dans une capitulation. On a vu la même chose sur EGLD notamment. Donc est-ce que c'est intéressant d'investir ici ? Why not ? Renseignez-vous bien au niveau du fondamental. Et on va venir ensemble sur le fondamental sur OMGs. On va faire ici OMG. D'ailleurs, on va regarder très rapidement. Actuellement, on achète un truc à 300 millions. Ce n'est pas déflationniste. Ils peuvent créer probablement autant de tokens qu'ils veulent. Il y a eu un problème avec Enya, me semble-t-il. Vous allez sur le site internet. Déjà, c'est pas la folie furieuse au niveau du site internet, mais vous pouvez regarder, hein, vous pouvez aimer. Ici, ils prennent même pas le temps, entre guillemets, de changer et d'updater leur truc depuis le 19 août 2021. Mettez au moins 2007-2021, 2022, franchement. Soyez sérieux, ça pèse 300 millions de dollars de market cap, ce truc. Franchement. Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Donc des petits soucis avec Enya également, on peut revenir par rapport à The Coin Market Cap, on peut regarder au niveau de la communauté, acheter des trucs, même si c'est 300 millions de dollars, au moins 50 000, 100 000 de la communauté. On va regarder sur Twitter, ils ont combien de personnes ? Waouh, 7 000. C'est pas dingo l'histoire. Vous voyez ? C'est pas dingo. On peut regarder par rapport aux petits tous qu'ils avaient fait la dernière fois. Voilà, super le Twitter d'OMG. Alors, c'est la fondation, c'est tout ce que vous voulez. Ouais, mais paye un mec pour le faire. Tu le payes en token et il faut un petit peu envoyer. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà dans l'idée. Donc renseignez-vous bien au niveau du fondamental, regardez ce qui se passe derrière
ce tokenomics de fondation. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce qu'ils se sont pas pris des couteaux derrière le dos? Je vous donne quelques pistes de réflexion. Mais ça, c'est très intéressant. Voilà, ceci est très intéressant. Mais est-ce que oui ou non, d'autres tokens, comme par exemple VeChain, ne seraient pas tout autant intéressants? On peut regarder au niveau de VeChain. Fait investissement 2. C'est magnifique. Je suis capable de mettre un investissement 3 là-dedans. Vous avez en fait une consolidation ici, ça pump, je vais repasser en blanc. Vous avez la capitulation, on vient chercher des précédents lots. On vient sous un 886. On va regarder un petit peu nos outils. Waouh, je suis en weekly, je suis pas loin d'avoir le signal. Pour le coup, c'est quand même joli ce qu'on est en train de voir. On est vraiment dans une espèce de contraction ici. On le voit très très bien. Si on a le signal et on a le break, ça peut partir relativement fort. Vous avez un OBV complètement croissant. Vous avez une vraie communauté derrière. On peut le regarder derrière. VeChain, c'est un super projet, on en a parlé beaucoup en fait il y a encore quelques mois en arrière. Derrière ça pèse 2 milliards de dollars, alors c'est bien plus que l'autre, bien évidemment. On va chercher VeChain au niveau du site internet. C'est propre, c'est bien argumenté, c'est bien détaillé, il y a des vidéos, il y a du boulot, il y a des mecs qui bossent derrière, vous avez une vraie communauté derrière. Aujourd'hui, on parle de 600 000 personnes qui le suivent. Donc si ces gens-là n'ont pas vendu, partez du principe que peut-être qu'ils ne vendront tout simplement jamais, et ceux qui ont vendu ont tout simplement capitulé, et peut-être qu'ils ne reverront jamais des prix bien plus bas que VeChain. Donc VeChain m'intéresse, je suis investi dedans, j'ai fait un gros travail de recherche, mais si aujourd'hui je dois choisir entre VeChain, qui est aujourd'hui un truc qui vaut 2 milliards, et OMG qui a potentiellement les mêmes caractéristiques techniques par rapport à ce qu'on peut voir et ce qu'on peut observer, et vous irez plutôt sur VeChain, vous irez plutôt sur OMG, ou potentiellement sur les deux. Regardez au niveau de cette mécanique-là, faites des vraies recherches dans ce sens-là, plutôt que de vous pousser OMG, je vais vous dire OMG plutôt que VET, je vais vous dire allez sur OMG, et puis VET il va pousser peut-être 300%, ou peut-être 100%, et peut-être que OMG va rien faire du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour ANT, jetez un œil sur ANT, regardez aussi CKB, jetez un petit œil sur CKB, c'est intéressant. Regardez EGLD. Regardez EGLD. EGLD, c'est bonheur infini. EGLD, quand ça va partir, ce truc, ça va partir. Ici, vous êtes en train de crosser au niveau de notre nodalité en weekly. Ok, on est dans un enfonçon d'absurdité de survente. Vous avez une magnifique divergence. Ça vaut pas un poil, ce truc. C'est machin, il n'y a personne qui a vendu de l'aile ronde. Ça peut avoir des FUD sur Maillard, etc. Ça bouge pas d'un centimètre. Les gros portefeuilles sont encore dedans et je pense que ça continue d'ailleurs à accumuler. D'ailleurs, on peut zoomer un petit peu. Voilà. On le voit très très bien. On a pris notre capitulation et puis derrière, boum, ça rachète tout de suite. Ici, dans des magnifiques poches de liquidité. Donc, qu'est-ce qu'on attend si vous n'êtes pas sur EGLD? Très simple, on passe en weekly. Et on attend un petit W weekly qu'on n'a pas encore. Bon, le coup. Alors, je ne ferai pas un investissement, ou quoique je serais capable de faire un investissement 3 là-dedans sans aucun problème. Il faut regarder au niveau de la direction de Bitcoin, s'il y a un vrai relan pour essayer d'aller choper des 110%, parce que c'est pas gagné sur beaucoup de nos cryptos dans laquelle on est engagé depuis plusieurs mois en arrière. Voilà, je voulais vraiment vous remettre en exergue un petit peu toute cette mécanique-là et de s'imprégner de la stratégie des 4 rois. On en parlera bien sûr encore, mais essayez juste de trouver cette mécanique et surtout des indicateurs qui vous ressemblent et que vous comprenez et regardez les fractales dans le temps. Donc il faut un peu manger du graphique, il faut revenir dans le passé, faire toujours en fait ces allers-retours d'un point de vue psychologique, d'un point de vue macroéconomique. Si on reprend par rapport à la récession des USA, on est en récession, pourquoi ça tombe pas? On l'a bien vu en fait en 2007, c'était pas tombé alors que officiellement les États-Unis sont en récession. Et il y avait des pancartes partout. C'est peut-être dans 6 mois ou dans un an que ça va nous arriver au coin de la tronche. Et vous allez voir, et on reprendra cette vidéo dans un an. Ouais, mais en fait, on ne pouvait pas le savoir. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les éléments suffisants. On ne sait pas ce que va faire les banques centrales. On ne sait pas si l'inflation va continuer à galoper. On ne sait pas si, au niveau des... On ne sait pas. Donc, on navigue à vue. Et les marchés financiers, c'est on navigue à vue. Par contre, on reprend du recul. Et parfois, c'est peut-être ça qu'il faut faire. C'est reprendre du recul complètement, et on se dit, qu'est-ce qu'on est en train de voir là-dedans, quoi? Moi, je vois une dynamique tendancielle haussière très long terme, sans ni plus ni moins, quoi. Donc ici, c'est intéressant d'acheter? Ouais, c'est intéressant d'acheter. Bon, maintenant qu'on est revenu, en fait, à peu près sur des mêmes niveaux prix, est-ce que ici, c'est intéressant d'acheter? Oui, c'est intéressant d'acheter. Donc on achète là, qu'on achète là, qu'on achète là, qu'on achète là. Pour moi, je pense que Bitcoin ira plutôt par là. Et je le redis et je le répète, je pense que on sera beaucoup moins arrivé là-haut par rapport aux gens qui sont actuellement ici. Très peu de personnes, en réalité, la minorité des personnes qui sont ici actuellement et qui m'écoutent actuellement, arriveront là-haut. Parce que déjà, il y en a probablement la moitié, voire plus, qui sont contre ce mouvement. Possiblement.
Voilà pour ça. J'espère que je vous ai aidé, je vous souhaite une excellente journée. Prenons du recul, regardez un petit peu ce qui se passe, il y a encore des résultats d'entreprise tout au long de la semaine, on sera extrêmement attentif par rapport à ça. Est-ce qu'on aura un catalyseur par rapport à la continuation et de la poursuite de ce mois d'août? Peut-être, laissons faire les rallyes haussiers, on est plutôt dans une dynamique tendancielle haussière jusqu'à preuve du contraire, donc sur les petites time frames ça diverge dans tous les sens, mais c'est normal, ça indique plutôt de la consolidation, et puis derrière, pour moi, les structures sont données, et on viendra annuler mon W Weekly, si on veut venir annuler mon W Weekly, c'est pas grave, on a du cash, et on réinvestira plus bas. Si on doit venir à 13 000 $ ou à 12 000 $, eh ben on ira ensemble. Il n'y a pas de problème. Par contre, je tiendrai mon 12 000 $, pour le coup, ou la potentialité de venir aux alentours des 12 000 $, et ça invalidera... Je vais effacer tout ça, si je prends du Ichimoku Kinkoyo, parce que là, pour le coup, je le suivrai de façon assez forte. C'est lorsqu'on viendra clôturer au-dessus de notre Kinjun ici, sur les 40 000 $. Voilà, en mensuel, je dis OK, si on vient clôturer là-dessus, au-dessus en fait de tout ce prêté en mouvement, et on l'avait vu ensemble, hein, on se met en linéaire, comme ça vous l'avez bien. Ici, c'est une vraie dynamique tendancielle baissière. Si on commence à faire un espèce de W ici en mensuel, donc ça peut faire un truc comme ça, hein, pas de problème, et derrière qu'on vient à casser là-dessus, bah là en fait tous les voyants sont au vert. On sera au-dessus du nuage, on va surfer le nuage en mensuel, et puis derrière tout go. Mais on sera où en réalité? On fera un nouvel ATH en février, mars, avril, juin 2024 Halving etc. À bientôt.